Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les autorités de la junte ont poursuivi les concertations ce mercredi avec les différentes entités sociales et professionnelles, les promoteurs des écoles et universités privées qui ont été reçus en début de matinée sollicitant entre autres une subvention mais aussi l'institutionnalisation de la date d'ouverture des classes. En réponse, le CNRD promet d'examiner toutes les requêtes. Sur ordre de la junte militaire, la Cour des comptes reprend fonction. Pour des économistes rencontrés, cette décision ne saurait apporter du nouveau à cette institution, du moins avec les mêmes thèmes. Et puis, la Covid-19 regresse en Guinée et l'ANSS compte annoncer la réduction des effectifs, voire fermer certains centres de traitement à Conakry. Une nouvelle plutôt bien accueillie chez les citoyens qui souhaitent la reprise des différentes activités sans restrictions sanitaires. Encore une fois, bienvenue à tous. Les promoteurs des écoles et universités privées sollicitent une subvention, la création de la Direction nationale de l'enseignement privé et l'institutionnalisation de la date d'ouverture. Il s'agit là des propositions faites ce mercredi au cours des concertations initiées par les nouvelles autorités. Le CNRD dit prendre bonne note et promet de les étudier en vue de leur mise en œuvre. Alcine Bari et Aliouba. Visiblement, toutes les couches socio-professionnelles vont exprimer leurs préoccupations aux nouvelles autorités. Ici au Palais du Peuple, les mêmes habitudes. Une file indienne pour s'inscrire et ensuite exposer les ennuis. Aujourd'hui, c'est au tour des fondateurs des écoles et universités privées. Ils sollicitent la réforme du système éducatif, la formation des enseignants, la révision du programme d'enseignement, l'institutionnalisation de la date de la rentrée scolaire. Les doléances posées, nous avons parlé de la création d'une direction nationale de l'enseignement privé parce que depuis quelque temps, cette direction-là n'existe pas et les activités sur le terrain sont en conséquence. Ensuite, on a demandé aux nouvelles autorités de tenir compte de la subvention des écoles privées. On a aussi demandé à ce que les nouvelles autorités puissent prendre en charge par rapport... Ça, c'est un appel que nous avons lancé au niveau des fondateurs des écoles privées en ce qui concerne la gratuité de la scolarité pour les enfants victimes de handicap physique, mental et albinisme. À ces doléances, le CNRD semble donner un avis favorable et promet de s'y pencher. On les a sentis à l'écoute et attentionnés. C'est des choses qu'on n'a pas obtenues avec les gouvernements passés. On a eu des initiatives dans ce sens, mais on n'a jamais eu quelqu'un pour nous écouter. Avec cela, on a senti quand même qu'ils étaient prêts à discuter avec nous, à échanger et à travailler avec nous. Il nous a rassuré de sa disponibilité, que tout ce qu'il pourrait faire pour nous, il le fera dans l'intérêt général de l'enseignement et des futurs cadres de demain. Si ces deux fondateurs se disent satisfaits de la rencontre, celui-ci était dans la salle, mais n'a pas pu prendre la parole. Il fustige un manque d'organisation. Nous, les autres, on n'a pas eu le temps de s'exprimer devant le président du CNRD. Ça nous a vraiment tiqué. Et on avait vu d'une manière, c'est vrai que quand on appelait les noms, on voyait d'une manière comme s'il y avait une autre organisation qui était mise en place pour pouvoir faire ça. Parce que nous, on n'a pas pu avoir cette chance-là. Et moi, je voudrais vraiment m'exprimer, et pas seulement moi, mais les gens ne savaient pas comment c'était venu. D'autres acteurs socio-professionnels sont attendus ce jeudi. Parmi les institutions républicaines autorisées à reprendre fonction par la junte militaire figure la Cour des comptes. Certains économistes rencontrés par nos reporters disent ne rien attendre de nouveau de cette institution avec les mêmes personnes. Ils ont ensuite fait des propositions aux nouvelles autorités pour de meilleurs résultats concernant la Cour des comptes. André Mossier Milimono et Aboubakar Keke Bangoura. La décision des nouvelles autorités autorisant la Cour des comptes à reprendre fonction est diversement saluée par les économistes du pays. Ils estiment que dans sa mission de contrôle des finances publiques, cette institution devrait continuer de fonctionner. C'est en fait une institution qui vérifie un peu la sincérité de l'exercice budgétaire, des pièces comptables qui sont que les comptables dans les différentes régies ont eu à passer.
la sincérité de ces pièces-là est vérifiée au niveau de la Cour des comptes. Je pense que cette institution peut fonctionner bel et bien sans les autres. Avec une Cour des comptes conduite par l'ancienne équipe dirigée par l'ex-ministre de l'économie Mohamed Diaré, l'économiste Ibrahim Amari Kamara émet des doutes. Il estime que cette équipe a soit été mêlée, soit a fermé les yeux sur bon nombre de malversations financières sous le régime Condé. Aujourd'hui, reconduire les mêmes personnes pour pouvoir s'attendre à un résultat différent, je pense que ça se leurrer. On ne peut pas compter sur la Cour des comptes en l'état actuel. On ne peut pas s'attendre à un résultat différent de ce qui a été jusqu'à aujourd'hui avec la Cour des comptes, avec les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Aux nouvelles autorités du pays, il fait des propositions, notamment un toilettage de la Cour des comptes afin de répondre aux attentes des populations. Je propose à la junte de faire en sorte que la Cour des comptes fasse peau neuve. Et cela commence par le personnel agissant au niveau de la Cour des comptes. Il reste à savoir si le colonel Mamadi Doumbouya reviendra sur la situation de cette institution décriée par plusieurs économistes du pays. Les tenanciers de bars, hôtels et établissements de loisirs étaient face au CNRD ce mercredi. C'est un secteur économique laminé par 3 ans de troubles politiques et sanitaires. Les statistiques de l'ANSS donnent de l'espoir à ces entrepreneurs. Les militaires au pouvoir ont promis de faciliter le climat des affaires. Mamadou Sadio Baldé et Aliouba ont écouté pour vous leurs préoccupations. Suivez. Foudy Mohamed Souma a fait son aventure en Israël, Hollande et France. Après 10 ans d'aventure, il décide finalement de regagner son pays, la Guinée, pour investir. Seulement, les 3 dernières années, Conakry vibre au rythme des crises politiques et sanitaires. Et même si on dit qu'il n'y a pas le travail, mais ils envoient leurs factures. Il peut envoyer le facture de 2 millions et des fois 1,5 million. Et toi, tu ne travailles pas et on te dit de respecter la loi, tu ne travailles pas. Et EDG l'envoie le facture. Donc ça, c'est un grand problème pour nous. Simon Aoumou, Mamadi Topavogi, propriétaire d'établissement, et Alpha Kabine Kaba, directeur d'exploitation d'hôtels, n'ont pas eu accès à la salle. Le couvre-feu et la crise sanitaire plombent leurs affaires. C'est nous les tenanciers de motels et bars et restaurants. Depuis que le maladie est là, on ne travaille pas. Et nous, les loyers nous attendent, les factures de courant et les travailleurs, on les paye. Même EDG, on ne paye tout ça là. Aboubakar Kamara revendique 40 ans de carrière dans la restauration. Il sort très remonté de la rencontre. Ils sont en train de poser, mais ce qu'ils ont fait des Guinéens dans les restaurants, dans les hôtels, licencier les gens, habituellement, il faut dire ça aussi, il faut défendre les pauvres travailleurs là. Plus serein, certains responsables d'établissements et restaurants et propriétaires d'hôtels apportent des précisions. Et toutes les dispositions seront prises pour nous alléger d'abord par rapport au couvre-feu. Mais il faudrait d'abord qu'on voie le taux de vaccination parce que c'est le couvre-feu qui nous fatigue. Et on a parlé de nos problèmes, il a été à l'écoute et vraiment on est très très content. Le président de la République a bien compris donc ces problèmes majeurs. Et je crois qu'il est conscient de la problématique actuelle du secteur et nous attendons bien évidemment une réaction de sa part. À nos recommandations, à nos doléances, parce que depuis l'apparition du Covid, le secteur le plus touché, c'est notre secteur. Et ça a fait plonger beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes en chômage. Donc ils tiennent compte et ça, notre fermeture est ressentie dans tous les autres secteurs. Si le couvre-feu n'est pas allégé, à défaut d'être levé avec le manque de subventions, beaucoup de responsables de ce secteur risquent de fermer. À une semaine du 12e anniversaire des massacres du 28 septembre 2009, les proches des victimes se font entendre. Cette sortie intervient au lendemain du mea culpa des magistrats devant les nouvelles autorités. De nombreux dossiers traînent parce que l'exécutif a une main noire derrière, disait-il. Des déclarations jugées inacceptables par les proches des victimes des massacres du 28 septembre. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. Les concertations engagées par le Comité national pour le rassemblement et le développement permettent de dénouer les langues. Seul bémol, personne ne veut s'assumer. L'ancien exécutif devient le coupable parfait.
Le mea culpa des magistrats devant les nouvelles autorités ce mardi vient confirmer ce que beaucoup soupçonnaient. La justice est inféodée au pouvoir exécutif. Sur le dossier des massacres du 28 septembre 2009, le procureur de Dixine déclare en substance que tout est prêt et le procès devait être tenu depuis 2017. Une déclaration ahurissante et inacceptable pour les proches des victimes qui s'impatientent depuis bientôt 12 ans. C'est des gens faibles, c'est des gens qui étaient derrière le quotidien, c'est des gens qui étaient là tout juste pour rendre service à un tyran, je peux le dire comme ça, parce qu'Alpha Condé c'est un tyran. Nous, on a tout fait pour qu'il accepte d'ouvrir ce procès. Les gens me posaient les questions, à votre avis, pourquoi il ne veut pas ouvrir le procès? Entre guillemets, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'est pas impliqué ou quoi? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. La justice sera la boussole qui orientera les Guinéens, a déclaré colonel Mamadi Doumbouya dès la prise du pouvoir par l'armée. Pour les proches des victimes de ce massacre, l'espoir renaît. Nous voulons vraiment que le procès se tienne maintenant, pour qu'on puisse aller sur de nouvelles bases. J'avoue que s'il réussit à ouvrir immédiatement ce procès, vous allez voir, Sidi Diaye lui-même, il a osé le dire hier, depuis 2017, le procès devait s'ouvrir. Ce qui veut dire que tout était prêt. Mais ils ont mis le pied dessus. Un souhait partagé par l'ensemble des proches de ces victimes. Les massacres du 28 septembre 2009 avaient fait plus de 150 morts, des portés disparus, des blessés et une centaine de femmes violées. Asmaou Diallo invite la junte au pouvoir à s'y mettre pour que justice soit rendue pour l'ensemble de toutes les victimes. La coalition pour la rupture rejette la décision de la CEDEAO qui contraint les nouvelles autorités guinéennes à organiser les élections dans 6 mois. Cette coalition aurait préféré que l'institution sous-régionale s'appuie sur la volonté des Guinéens. Elle l'a fait savoir ce mercredi à travers une conférence de presse. Marissa Camara, Ibrahima Sori Camara. La coalition politique pour la rupture réagit après les sanctions prises par la CEDEAO contre la junte militaire. L'institution sous-régionale a demandé ces derniers temps l'organisation des élections législatives dans les 6 mois à venir. Une décision que dénoncent les membres de la CPR. Les membres exigent à la CEDEAO de revoir son agenda pour la sauvegarde de l'unité nationale. Une telle décision nous paraît difficile à accepter si elle ne tient pas compte de l'avis et des préoccupations des institutions de la société civile de notre pays. L'assistance des instances diplomatiques comme la CEDEAO aux pays membres dans la situation de crise est un droit devoir en application des conventions et traités internationaux. Les intentions de la junte réconfortent les membres de la CPR. Ils ont exprimé leur disponibilité à accompagner le colonel Mamadi Doumbouya pour une transition réussie. C'est pourquoi, en ce tournant décisif de l'histoire de la vie de la Guinée, la CPR invite la CEDEAO à plus d'analyse, de compréhension de la situation et de la collaboration avec les forces vives de la Guinée pour une issue harmonieuse des négociations et de la transition en cours. Ils promettent de s'impliquer fortement dans le processus de transition pour pérenniser la paix et la quiétude sociale en Guinée. Nous voulons que ce système qui nous a endeuillés, ce système qui nous a divisés, qui nous a appauvris, nous tournions définitivement la page de ce système. Toutefois, les membres de la CPR n'excluent pas de marquer un doute par rapport à l'avenir. Ils s'inquiètent pour la garantie de la démocratie et de la bonne gouvernance du pays. Suite à la prise du pouvoir par l'armée, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, l'Union patronale des petites et moyennes entreprises de Guinée a rendu une déclaration ce mercredi. Dans cette déclaration, ces entrepreneurs disent prendre acte des événements survenus le 5 septembre dernier. Ils saluent les premiers actes posés par la junte et l'invitent à l'union de tous les entrepreneurs de Guinée afin d'accompagner le processus en cours. Son porte-parole est au micro d'André Mossier Milimono et de Aboubakar Keke Bangoura. Nous jeunes, chefs d'entreprise du secteur informel,
remercie son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya d'avoir pensé au secteur informel qui anime la vie de l'économie nationale. Un véritable pourvoyeur d'emplois et moteur de la croissance économique de notre pays. Monsieur le Président, nous sommes conscients de l'immensité des chantiers à réaliser et l'attente de la population qui sont si nombreuses. Et pour cela, il faut du temps. Nous, PME, à vos côtés, serons à la hauteur de votre ambition pour qu'ensemble, nous puissions relever ce défi pour le bonheur du peuple de Guinée. Nous en appelons à l'union sacrée de tous les jeunes entrepreneurs de Guinée à rejoindre l'union patronale des petites et moyennes entreprises pour accompagner la transition amorcée par le CNRD. L'Association des jeunes diplômés de Guinée aussi prend acte de la prise du pouvoir par l'armée. Dans une déclaration à son siège à Sangoya ce mercredi, elle affirme son soutien au Comité national du Rassemblement pour le développement dans l'atteinte de ses objectifs. Propos recueillis par Dienebemba Koulibaly. Nous, membres de l'Association des jeunes diplômés de Guinée, prenons acte de la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement et de développement, CNRD, dirigé par son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. L'Association des jeunes diplômés de Guinée, AJDG, apprécie les déclarations du Comité national de rassemblement et de développement, CNRD, depuis sa prise du pouvoir, s'inscrivant dans la mise en place des bases solides d'un État de droit muni des institutions fortes et responsables. Nous invitons également le CNRD à prioriser les secteurs clés de développement comme les infrastructures de transport, routes, voies ferrées, ports, aéroports, la santé, la justice et surtout l'éducation. Parlons santé à présent. Vu la régression de la maladie Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire compte à partir du 1er octobre procéder à une réduction des effectifs, voire à la fermeture de certains centres de traitement à Conakry. C'est le directeur général adjoint de l'ANSS qui a fait l'annonce mardi à travers une note circulaire adressée à l'ensemble du personnel soignant. Une première bonne nouvelle pour les citoyens qui attendent impatiemment la reprise des activités sans restrictions sanitaires. Ali Badara Kamara, reportage. Suivant cette note circulaire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la Guinée enregistre une régression significative du taux de contamination et réduction considérable des cas de décès de la COVID-19. Selon le chargé des études au département surveillance de l'ANSS, le pays est passé de 6 à 3% de l'indice de positivité. Pour nombreux citoyens, cette première nouvelle serait due à la prise de pouvoir par l'armée guinéenne. Les bonnes nouvelles s'enchaînent même ces derniers temps, mais là, ces nouvelles, on les voit presque à l'événement de la prise du pouvoir par les militaires, puisque une première bonne nouvelle nous a été annoncée par la fin de la fièvre à Marbourg, ça c'est une très bonne nouvelle, et si encore on apprend qu'il y a une réduction du taux de contamination de la maladie à coronavirus, véritablement, nous sommes très contents et on dira que c'est une chance pour les nouvelles autorités. Depuis 1 an 8 mois, la Guinée connaît des mesures de restriction qui l'enfoncent du jour au jour dans la crise économique qui se traduit par la cherté de la vie. Cet autre citoyen se réjouit de la nouvelle. Et si aujourd'hui nous apprenons que ces mesures ont porté fruit, et par le fait que, par la constatation de la baisse du taux de contamination ou du taux de mortalité ou de taux d'alitement dans les différents hôpitaux, nous pourrons que saluer. Selon la même note circulaire, l'Agence nationale de sécurité sanitaire procédera à une réduction des effectifs, voire la fermeture de certains centres de traitement à Conakry. Une décision qui intervient à quelques jours seulement après le coup de force militaire. Une coïncidence qui donne à réfléchir pour cet expérimentateur. Bon nombre de Guinéens pensent d'ailleurs que la maladie là était là pour empêcher les opposants de manifester. C'était une arme lourde destinée à la population pour les contrôler, empêcher les Guinéens de faire leurs activités. Et effectivement, les Guinéens avaient compris, beaucoup de scientifiques avaient compris qu'il n'y avait pas tellement
une croissance exponentielle de cette maladie dans ce pays, mais véritablement, les choses étaient toujours serrées. Maintenant que, une coïncidence qui laisse beaucoup à réfléchir, dès lors que les forces libératrices de notre pays sont venues, à une, 2 semaines, nous voyons déjà les maladies qui s'annonçaient à croissance exponentielle finissent immédiatement et nous constatons à l'instant que d'ici le 1er octobre que effectivement certains centres seront fermés. Moi, tout cela, il faudrait qu'il y ait c'est-à-dire il faut mettre la technicité dans tout ce qu'on fait et mettre le pays devant. Une note qui est perçue par des opérateurs culturels et tenanciers des bars, motels et nightclubs comme un signal fort pour la reprise des activités envieuses depuis plusieurs mois en Guinée. La Coalition nationale des professionnels de santé s'indigne une fois encore contre l'acte posé par une sage-femme à Mamou. Elle souhaite qu'une sanction sévère soit prise contre elle et invite ses pairs au respect de l'éthique et de la déontologie médicale. Antoinette Dédé, Onivogui, Amara Lexila. Le cas de Cancan n'aura pas servi d'exemple. Sinon, la sage-femme de Mamou n'allait pas emboîter le pas, selon le président de la Coalition nationale des professionnels de santé. Indigné par l'acte posé par la sage-femme de Mamou, il demande à la justice d'agir, sans état d'âme. La morale a foutu le camp complètement dans le secteur de la santé. On ne peut pas, ça c'est inexplicable. Qu'une sage-femme qui doit recevoir les femmes en état de grossesse, les consoler, les accueillir et leur donner tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent accoucher dans de très bonnes conditions, et que cette sage-femme-là puisse sacher une parturiente. Ça, c'est inacceptable dans ce pays. Dr Abdoulaye Kaba renchérit que c'est un acte pas très catholique qui vient mettre à nu les défaillances du système sanitaire guinéen. Le secteur de la santé est vieillissant. Ça, c'est un impératif absolu. Donc, il faut lever ce fardeau. Les autres socio-professionnels qui doivent encadrer l'exercice de la pratique médicale ne sont pas opérationnels sur le terrain. Le non-respect de l'éthique et de la déontologie médicale peut être dû à la floraison des écoles de sages-femmes en Guinée. Il faut encadrer la formation au niveau du secteur. C'est vrai que les écoles de santé sont florissantes, mais qui on reçoit dans ces écoles de santé, le plus souvent, vous allez trouver que c'est des gens qui n'ont aucune qualification, ils n'ont même pas leur BEPC. On les prend parce que pour des besoins d'argent, on les recrute. On dit, bon, maintenant, on va leur donner une formation. Quel type de formation ils vont avoir? Et c'est les mêmes personnes qui vont être déversées dans le marché et ils vont être à la recherche de l'argent de façon illicite. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de fatiguer un peu les professionnels de santé. Selon nos dernières informations, la dame incriminée a été mise aux arrêts et détenue au commissariat central de Mamou pour des fins d'enquête. Confusion autour de plus de 500 millions de francs guinéens qui opposent une famille Fofana à celle de l'ex-préfet de Mamou, Mori Diallo, à en croire le mari de la principale accusée. L'affaire remonte au jour du coup d'État contre Alpha Condé et quand la femme du préfet est allée confier ses colis à son épouse, dans lesquels il y aurait un montant de 520 millions de francs guinéens, chose qui a été démentie par la mise en cause qui reconnaît avoir vu 320 millions dans la valise au lieu de 520 millions. En attendant le jugement, la dame et son fils sont détenus à la maison centrale de Cancan depuis 10 jours. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, s'est intéressé au dossier. Voici son reportage. Ce bras de fer autour de plus de 500 millions de francs guinéens entre la famille Fofana et celle de l'ex-préfet de Mamou, Mori Diallo, remonte au 5 septembre dernier, quelque temps juste après l'arrestation du président Alpha Condé. L'époux de la principale accusée revient sur les faits. Le jour du coup d'État, dimanche matin, Madame Préfet Oumou Kaba a envoyé leurs valises et les sacs chez nous là-bas pour confier là-bas. Le lundi matin maintenant, elle est venue, elle a fait sortir l'argent dans les sacs différents, classés dans une valise. Classé dans une valise, Dame Oumou Kaba, qui serait commerçante, aurait confié ce montant qui s'élèverait à 520 millions de francs guinéens à Hadja Kaningbe Kaba, celle qu'elle appelle affectueusement sa sœur. Ce, en l'absence de son mari qui était venu assister aux obsèques d'un parent à Cancan. Donc,
sans témoin et aucun écrit pour l'attester. Elle a confié l'argent, il n'y a pas de papier, c'est elle qui a compté l'argent dans le valise, c'est elle qui a calculé, c'est elle qui a fermé le valise, 520 millions. C'est qui est papier qu'il en a, preuve qu'il en a, qu'elle a compté 520 millions, ma femme a dit Ce qui veut dire d'accord, aurait-elle répondu. Le 6 septembre, pour sa sécurité et celle de la famille, Hadja Kaningbe Kaba aurait intimé à son enfant de verser le montant dans le compte de son époux pour que les ayants droit qui étaient déjà arrivés à Kankan puissent entrer en possession de leur dû. Malheureusement, celui qui a été commis à la tâche informe sa maman au retour qu'au lieu de 520 millions, il n'y avait que 320 millions dans la valise, ce qui fut versé dans le compte du chef de ménage qui, contre toute attente, s'est vu arrêté par la police et conduit à la sûreté à la demande du préfet Diallo. Pendant ce temps, sa femme et son enfant auraient été eux aussi arrêtés et incarcérés à Mamoun avant qu'ils ne soient transférés au tribunal de première instance de Kankan. Après finir récupérer l'argent sur mon compte, le préfet m'a invité chez lui, qu'on va aller parler. Arrivé chez lui au mobile, j'ai vu les policiers à la maison, ils m'ont arrêté et envoyé à sûreté. Après 6 jours de détention, Abdourahmane Kaba a recouvré sa liberté en échange de celle de sa femme et son enfant qui seraient détenus actuellement à la maison centrale de Kankan en attendant que les choses ne soient tirées au clair. Ça fait 10 jours qu'ils sont en prison. L'appel que je lance à l'air là, avec toute l'autorité de m'aider, laisser ma femme et mon fils liberté provisoire jusqu'à ce que le jugement sera fait. Toutes nos tentatives pour avoir la version de la plaignante sont restées vaines. Et puis, ouverture officielle ce mardi du Festival du film européen au Centre culturel franco-guinéen de Conakry sous l'égide du représentant de l'Union européenne. Plusieurs représentants des pays membres résidant en Guinée ont assisté à l'ouverture de ce festival qui va durer 6 jours. Cette année, c'est l'Espagne qui a été le pays invité d'honneur du Festival du film européen. Le compte-rendu, c'est avec Ali Badara Camara et Tierno Sadouba. C'est une initiative de l'Union européenne qui est à sa 4e année d'expérience en Guinée. Promouvoir la culture européenne à travers la projection des films européens dans les pays africains, c'est l'objectif du Festival de films européens. Diamant Noir est l'intitulé du film qui ouvre le festival de cette année. Un film dans lequel sont abordées des difficultés auxquelles sont confrontés des demandeurs d'asile. Ce sont des films qui ont été choisis par leur message. Aujourd'hui, par exemple, il y avait un film qui parlait des difficultés lorsqu'on émigre en Europe, la question de la difficulté de trouver sa place dans une culture qui n'est pas la propre. Et c'était un peu dur comme film, les espoirs de 2 jeunes qui voulaient être joueurs de foot et qui ont eu des difficultés. Mais je pense que ça représente bien une réalité qui est la nôtre. C'est que la difficulté du monde compétitif, c'est très dur. Ce film espagnol a été mis en scène par des personnages africains et européens. Au-delà de son caractère d'exposition, le Festival du cinéma européen traite plusieurs problématiques qui lient l'Afrique aux pays européens. Le cinéma peut transformer aussi les réalités, les montrer tout d'abord et aider à les transformer et à mettre en valeur des situations qui méritent une attention particulière. Dans ce cas de ces films Diamant Noir, il nous montre une réalité qui lie l'Espagne, qui lie l'Europe à l'Afrique, et à travers les parcours de 2 jeunes Maliens qui arrivent en Espagne, qui sont amenés en Espagne pour jouer, pour essayer de devenir footballeurs. Les participants se réjouissent de cette première projection qui a suffisamment abordé le problème d'intégration des migrants en Europe. Cette participante encourage ces genres d'initiatives qui visent à sensibiliser les citoyens autour des faits qui préoccupent les différentes communautés. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, malgré tout ce que nous vivons comme témoignage, ces faits continuent. Je pense que chacun pense que ça n'arrive qu'aux autres, alors que non. Une fois qu'on a tenté sa chance, ça peut tomber sur nous. 7 films seront projetés du 22 au 26 septembre. Ce mercredi, un film allemand sera projeté à partir de 17h30 dans la salle de spectacle du Centre culturel franco-guinéen. À présent, place à l'angle de la rédaction.
Notre angle de ce soir nous amène chez Karim Sidibé, technicien de froid à Tugiwundi, dans la commune de Matam. Comme pour dire qu'il n'y a pas de saut métier, ce jeune, par le biais de cette profession, s'en sort bien. Pour lui, c'était le seul moyen de faire face aux réalités de la vie après avoir abandonné l'école. Diana Bangoura, Abdoulaye Kamara l'ont rencontré. Voici leur reportage. Il ne méprise pas les études, mais Karim Sidibé n'y voit aucune issue. C'est ainsi qu'il a décidé de se lancer dans le métier de froid et de climatisation après un échec au certificat d'études primaires. Le début n'a pas été facile, mais il a appris à persévérer. J'ai traversé 7 ans de souffrance pendant l'apprentissage de ce métier. C'est à Kamsal que je l'ai appris. Parfois, j'étais même obligé d'appeler mon père pour m'envoyer le déjeuner. À certains moments, j'avais du mal à me trouver même une paire de chaussures. J'ai expliqué mon parcours à mes apprentis pour qu'ils prennent le travail au sérieux. Après Kamsal, je suis venu à Conakry pour me former davantage. Dans les différentes entreprises où il a eu à travailler, Karim Sidibé a toujours occupé le poste de chef d'équipe. Mais pour lui, travailler pour autrui ne permet toujours pas d'atteindre ses objectifs. Raison pour laquelle il a créé sa propre entreprise afin d'aider sa famille et des jeunes Guinéens, explique-t-il. J'ai fait 5 ans avec les Libanais. Je me suis dit de créer ma propre entreprise. C'est pourquoi j'ai décidé d'avoir la mienne à Tugiwundi, sous le guide de mon grand frère Bafode qui est décédé. Son entreprise porte le nom d'Espace, comme vous le voyez ici sur ces images. Les motifs du choix du nom, l'amour et la confiance qu'il porte depuis des années en Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Media. Je suis beaucoup Espace. Je me suis dit, le jour où j'aurai une entreprise, elle portera le nom d'Espace. Parce que Lamine Guirassi, c'est mon idole. C'est une bonne personne et il aime beaucoup la jeunesse. Donc, j'aime aussi la jeunesse. J'apprends beaucoup de jeunes ici. Donc, j'invite Lamine à me valoriser. Je n'ai pas grand-chose, mais je suis déterminé à travailler. Comme tout autre métier, celui-ci aussi demande des moyens. Il faut des outils, des machines, des financements pour mener à bien les activités. Certains équipements me manquent, notamment l'échelle, le véhicule. Actuellement, je n'ai qu'un seul véhicule, alors que certains de mes clients habitent loin, tels que Demoudoula. Ici, ce technicien de froid fait des installations, des dépannages, mais aussi de l'entretien. Loin de regretter son échec à l'école. Ici, Karim se sent fier avec ses clients. Quand tu fais des achats dans mon atelier, c'est moi qui fais l'installation et c'est obligatoire. Parce que chez nous, le courant varie à plusieurs endroits. Ensuite, je leur donne 1 mois de garantie. Si tu n'as pas de sulvorter, j'envoie le mien pour voir s'il y a un problème de tension. Et chaque 2 mois, le client doit faire l'entretien obligatoire. Ce client est convaincu de la qualité du travail du jeune. C'est pourquoi il est venu à sa recherche pour se procurer des climatiseurs. Il a fait un travail chez mon frère depuis Zérékouré. C'était vraiment un travail de qualité. C'est pourquoi je suis venu à sa recherche. Je veux 7 climatiseurs pour mon oncle et c'est lui qui fera l'installation. Parce que c'est un petit qui travaille bien et respecte ses clients. Âgé de 23 ans, marié et père d'un enfant, Karim Sidibé a sous sa responsabilité 7 apprentis. Il invite la jeunesse guinéenne au travail et au courage, car, dit-il, le métier ne trahit jamais son homme. Cette édition a été réalisée par Mamadou Saliouba et toute la rédaction d'Espace TV. À tous, merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.